est très très heureux de recevoir Florence Vidal, donc bien entourée. Florence Vidal qui a donc fait des études à l'Institut des sciences politiques, c'est ça, d'études politiques de Paris. Institut d'études politiques de Paris, qui est historienne, qui a écrit déjà quelques livres, dont un malheureusement plus disponible avec Mickaël et qui m'en a parlé cet été à propos de ces Italiens qui ont fait la France justement. Voilà. Et là, nous sommes réunis donc pour ce livre, pour ce très beau livre, l'affaire des miroirs de Venise, que j'ai relu une deuxième fois avec le plus grand plaisir, qui est vraiment un bonheur de lecture. On en apprend toutes les pages. Et voilà, donc ravi de vous avoir avec nous, bien entouré par un public toujours nombreux. Hein. Quand il s'agit de Venise, c'est très très plaisant de vous avoir autour de nous. Donc je vais te laisser la parole, cher Mickaël. Donc, Florence a eu l'amabilité de faire référence à un livre qui est sorti en 2002, un livre qui s'intitulait « Italiens de prestige à Paris et Île-de-France ». Un livre qui portait les signatures de Florence Vidal et de moi-même. C'était un livre composé par deux parties, une partie historique, dont s'était occupée Florence Vidal, et une partie d'interview avec des Italiens justement de prestige dans différents secteurs d'activité qui avaient réalisé l'essentiel de leur parcours professionnel à Paris et donc en France, mais essentiellement à Paris. Et ce livre a connu un bon succès et il est actuellement épuisé. En effet, moi j'en ai un exemplaire chez moi et c'est tout ce qui me reste. Mais ce livre, il était juste de le citer en début de cette présentation du bel ouvrage de Florence Vidal sur les artisans, artistes de Venise, car l'idée de ce livre qu'on présente aujourd'hui est née justement pendant qu'on était en train de travailler sur notre effort, notre travail commun, Florence et moi-même. Donc, c'est vrai que c'est une idée qui est née vraiment à ce moment-là et qui a été approfondie au fil du temps avec des recherches de la part de Florence. Puis on en avait encore parlé dans nos contacts téléphoniques et autres. Enfin, donc j'ai suivi ce travail vraiment avec la plus grande sympathie et admiration, parce que Florence a ce don de s'occuper des choses avec un talent et aussi elle est scrupuleuse, disons. Elle a cette capacité qui est absolument extraordinaire d'approfondir les différents sujets. Et également une passion pour l'Italie depuis quelques années, disons. Depuis de nombreuses années. Voilà. Donc, alors, je pense qu'on peut écouter d'abord Paolo Romani, qui a fait une lecture très attentive de ce livre et qui va nous livrer ses notes de lecture. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureux de présenter ce livre pour plusieurs raisons. La première raison étant peut-être que je suis né à Venise, donc tout ce qui concerne Venise m'interpelle directement et au plus haut point. Mais ensuite, c'est parce qu'il s'agit d'un livre qui est extraordinairement bien documenté, qui est un véritable travail d'historienne. Et bien que ce soit un travail d'érudition, c'est un livre qu'on peut lire presque comme un polar ou un giallo, comme on dirait en italien, mais plus exactement comme un roman d'espionnage, et un roman d'espionnage industriel. Voilà, c'était peut-être le premier épisode dans l'histoire d'espionnage industriel. Alors, il y a tous les ingrédients d'un roman d'espionnage,
d'un polar, il y a des espions, des agents secrets, des diplomates, des personnages corrompus et leurs corrupteurs, des courtisanes, enfin il y a vraiment de tout, des artistes. Il y a aussi de grandes figures historiques. J'ouvre une parenthèse, tous ces personnages ne sont pas inventés, ils ont réellement existé. Et donc il y a aussi les grandes figures historiques, il y a les souverains, Henri III, Henri IV, Louis XIV, il y a les savants, Galilée, il y a les hommes d'État, Richelieu, Mazarin, Colbert, et il y a même les aventuriers tels que Casanova. Mais tout tourne autour de l'affaire des miroirs. Voilà, parce qu'au XVIe et au XVIIe siècle, Venise détient le monopole de aussi bien de la fabrication que de la diffusion commerciale des grands miroirs. Tout le monde se fournissait à Venise, n'est-ce pas, tous ceux qui avaient besoin de miroirs se fournissaient presque exclusivement à Venise parce que ailleurs dans le monde on ne savait pas fabriquer des miroirs aussi grands et aussi beaux. Les miroirs à l'époque c'était des véritables, on dirait aujourd'hui des status symbols, c'est-à-dire que si on était riche et puissant, on devait absolument avoir décoré sa maison, son palais avec de très grands miroirs le plus pur possible. Et ces miroirs venaient de Venise. Et donc on les faisait venir à grands frais de Venise et plus exactement de Murano. Murano, c'est la petite île dans la lagune de Venise qui était et qui est encore peut-être la capitale mondiale de la verrerie. Alors vers 1665, en France, chez le roi Soleil et son ministre Colbert, prend naissance l'idée de créer une manufacture royale de glace de miroir. Mais pour cela, comme il n'y a pas les spécialistes, il n'y a pas les artisans, il n'y a pas les verriers en France, n'est-ce pas, qui connaissent le secret de la fabrication de ces miroirs, alors on pense qu'il faut faire venir des verriers vénitiens, qui sont les seuls connaissant les formules permettant de rendre le verre transparent et puis de le transformer en grand miroir. Il y a cependant un problème. Venise, les gouvernants vénitiens étaient très jaloux de leur monopole sur la fabrication des miroirs. Et à tel point que les verriers vénitiens, les verriers de Murano, étaient interdits d'exil et risquaient même la peine de mort en cas de trahison. S'ils révélaient leurs secrets à l'étranger, donc ils risquaient la peine de mort. Alors, comment est-ce que les espions français réussirent à s'emparer des secrets de la fabrication des miroirs? Voilà, c'est tout le sujet de ce livre, qui est un livre véritablement passionnant, que Florence Vidal a écrit et qu'elle est venue vous présenter ce soir. Bon, eh bien, nous allons rentrer... Ça va, là, la distance? Ça va? Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, il faut d'abord dire que le verre est connu depuis la très haute Antiquité. Les Égyptiens avaient eux-mêmes des objets en verre, des perles, des petits vases, des choses. Ils avaient saisi, et le Moyen-Orient aussi. C'est-à-dire, on a retrouvé des vestiges. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient compris qu'avec du sable, du feu et quelques autres ingrédients, on pouvait fabriquer du verre. C'est intéressant de savoir que c'est dans ces régions-là, parce que comme Venise va être ultérieurement amenée à naviguer vers ces eaux-là, elle va aussi pouvoir s'emparer des secrets locaux
et même faire venir des gens. Parce qu'il faut bien se dire que s'il y a une formule qui, je crois, résume bien la notion de fabrication du verre, on dit il faut du sable, du feu et du génie humain. Bon. Il faut aussi quelques cendres, quelques autres produits à ajouter, mais enfin c'est quand même ça, comment, avec du sable. Alors est-ce que Venise a du sable? Pas apparemment, mais ce n'est pas ce sable-là qu'il faut. Il faut du sable de torrent, bon, ou des pierres de torrent. Bon. Est-ce que Venise a du bois? Ben non, pas tellement. C'est parce que toute cette affaire-là, on cuit à un moment le verre dans des fours. Et il va falloir importer aussi du bois. En général, c'est de l'Istrie à côté. Donc on amène du bois par bateau, naturellement. Et puis, il faut des cendres d'une certaine plante que l'on trouve à ce moment-là pratiquement uniquement en Syrie. Eh bien, ils vont la trouver là et pouvoir la ramener sous forme de briquette qui va servir de lest dans les bateaux. Bon. Alors, il y avait du verre au temps de l'Empire romain, notamment dans la région d'Aquiléa, qui est dans la baie, par là. Mais il y avait d'autres points. Mais il y a eu toute cette période assez obscure après l'Empire romain, et c'était un peu tombé en décadence. Mais moi, personnellement, je pense que c'est lors de leur navigation, lorsqu'ils ont vu ce que l'on faisait donc dans ces zones du Moyen-Orient, qu'ils ont eu aussi envie de ranimer ces endroits-là. Bon, alors, attention, parce que faire du verre, c'est, on l'a vu, compliqué. C'est-à-dire, il n'y a pas que les ingrédients. Il y a toutes sortes de manipulations. Et moi, j'admire énormément ces verriers d'époque qui savaient doser en chimiste. Il ne suffit pas d'avoir la formule, il y a aussi la manière de le faire, le moment de le faire, qui savaient mener leur four à bien et, entre nous, mener à la bonne température un four de cuisson et un four de recuisson. Alors qu'on est dans une période où il n'y a pas encore toute la sophistication pour calculer les températures, c'était donc des gens qui sentaient ce qu'ils faisaient. Et puis, ils vont avoir l'envie non seulement de faire des objets usuels, c'est agréable d'avoir un verre en verre, si j'ose dire, mais ou des vases, ou des perles, parce qu'ils vont faire des perles, c'est très bien, mais alors ils vont chercher aussi comment colorer le verre. Là, on ajoute des poudres métalliques, bon, des terres, enfin, là encore, ils sont chimistes. Mais il y a tout un aspect des postures qu'utilisent ces artisans. Et vous aviez raison de dire le mot artiste, parce qu'ils vont longtemps être considérés à Venise, pas comme de simples artisans, mais aussi comme des artistes. Ils auront quelques privilèges, et je crois que c'est tout à fait légitime, parce qu'ils vont sortir des œuvres d'art magnifiques. Quand on voit le musée de Murano, on est époustouflé. Pour les coloris, pour les formes, enfin pour les matières elles-mêmes. Mais alors, donc, on va créer à Venise une série d'ateliers dans l'île de Murano. Pourquoi? Parce qu'on avait commencé à le faire à Venise, et là, il y avait eu des incendies. Bon, alors ça, c'est une première raison. Et ensuite, comment travailler sur des choses très subtiles? Je pense qu'ils se sont dit aussi, s'ils sont dans une île, eh bien, les secrets seront bien gardés. Alors, mais Murano, à l'époque où elle a été considérée comme un lieu dédié au verre, c'est en 1211. Donc, ils savaient déjà faire des choses pour qu'on les implante comme atelier dans cette île. Mais cette île, à ce moment-là, c'était la campagne, des couvents, c'était pas ce que nous voyons aujourd'hui, pas du tout. Il y avait des pêcheurs, il y avait des agriculteurs,
Et donc, il y a eu une série d'ateliers qui ont été montés avec des gens compétents. Et je pense que ces gens compétents, on en a fait venir d'Orient aussi. C'était pas, ah oui, il n'y avait pas sur place à ce moment-là un ensemble de compétences suffisantes. Donc il y a des gens qu'ils ont importés eux aussi, ils ont fait venir et qui ont montré, parce que c'est de la démonstration. Alors, on installe donc à Venise ce système, mais nous avons donc je dirais des artisans chercheurs. Alors, ils fabriquent bien du verre blanc, blanchâtre, mais ce n'est pas du verre transparent. Et il va falloir du temps et l'importation de lorrains, s'il vous plaît, qu'ils vont embaucher, pour arriver à comprendre comment on peut faire du verre transparent. Et là encore, c'est une affaire de chimie extrêmement subtile. Et alors, il y a aussi une histoire de taille, parce que bon, on fait du verre transparent, mais au départ, on le souffle et on fait une espèce de petit cercle, enfin c'est pas qu'on aplatit, hein. On va l'aplatir et à ce moment-là, on peut obtenir un quadrilatère et on va en mettre dans les fenêtres. On va les entourer de plomb parce qu'on s'éclaire quand même un petit peu avec du verre, mais un verre. Alors, ils sont pas très contents parce que dans cette forme-là, il y a au milieu l'attache de la canne. Donc il y a un petit point, enfin bon, c'est pas la merveille des merveilles. Alors ils vont se mettre aussi à chercher comment faire du verre plat. Et là c'est très compliqué encore. C'est-à-dire il faut souffler ce qu'ils appellent une longue vessie, c'est-à-dire un cylindre, que quelqu'un arrive à point nommé avec des ciseaux pour couper ce cylindre et l'étaler. Je pense que c'est aussi admirable. Mais une fois qu'on a étalé ce verre, est-il totalement transparent? Non. Il va falloir qu'on demande à des gens de le polir. Et ils vont le polir avec des poudres, avec des émeries diverses et variées, puis même des peaux de bêtes, enfin avec de la laine, enfin toutes sortes de choses. Ils vont finir par réussir à avoir donc des morceaux de verre rectangulaires qui ont, dit-on, la longueur d'un bras. Ah bah, c'est beau ça. Alors ensuite, il va falloir mettre un bras d'homme, je pense, même. C'est-à-dire plus long, encore. Encore faut-il avoir le bras long. Voilà, il faut avoir le bras long, comme vous dites. Mais une fois qu'on a cette belle plaque transparente, il va falloir la rendre réfléchissante. Donc il va falloir trouver des alliages que l'on pourra étaler derrière. Et encore faut-il que ces alliages tiennent bien. Donc vous imaginez tout le travail, moi je dirais le travail de recherche qui a été fait pour arriver à ce que véritablement, dans ces rectangles, que ces rectangles deviennent des miroirs. Bon. Alors, on a évoqué le fait qu'une fois qu'on a trouvé ça, on n'a pas envie que les autres s'en emparent. Donc, à Murano, on n'a pas tellement le droit de sortir de là. À ce moment-là, on peut aller à Venise quand même un petit peu. C'est pas très loin, c'est 1 ou 2 kilomètres, mais tout de même. Ils sont bien enfermés. Alors, ils prêtent serment devant une corporation. Ils jurent qu'ils ne donneront pas le secret. D'ailleurs, il y a des mariages qui se font entre familles pour que ça reste encore plus secret, même s'ils ont le droit d'épouser de nobles vénitiennes. Mais ça ne se fait guère. Enfin, il y a quelques exemples, mais c'est plutôt, il y a des familles et des dynasties de verriers. Alors on a donc importé des gens aussi pour arriver à comprendre, mais à ce moment-là, ils sont complètement autonomes et ils ont leurs secrets. Et alors, les secrets, il y a des livres qui sont publiés.
Hein, à partir du moment où il y a l'imprimerie à Venise, hein, il y aura des bouquins qui diront on doit mettre telle proportion, etc. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on nous met en face d'une recette, hein, pour fabriquer du verre et pour fabriquer les alliages, il y a tout un jeu de chauffage des fours, parce qu'on le cuit d'abord, puis on le recuit, enfin, et on le refroidit. Enfin, il y a tout un art de terminer ces opérations qui fait que... Et il y a les postures. On ne prend pas n'importe comment une pelle avec un morceau de verre. Enfin, il y a une façon de faire. Parfois, on met cette pelle au-dessus d'un peu d'eau, parce qu'il y a de l'eau dans ces ateliers, au cas où il y aurait un incendie. Enfin, il y a des gestes, et ces gestes sont des secrets, et les corporations se font très menaçantes, encore que on croit savoir qu'elles ont... S'il y avait un atelier qui était en mauvaise posture, et qui aurait pu donner envie aux gens d'aller chercher ailleurs, on les finançait, hein, pour qu'ils restent là. Ensuite, si on retrouve, il y avait un verrier qui était un peu parti, c'était un peu éloigné. Avant de lui faire un mauvais coup, on faisait tout pour qu'il revienne, parce qu'on avait, ben oui, on avait vraiment besoin de cette population d'experts. Hein. Alors bon, la menace était ce qu'elle était, mais enfin, c'était pas véritablement... Alors, ils ont même inventé à Venise, à ce moment-là, c'est étonnant, mais ce n'était pas seulement pour la verrerie, des brevets. On pense que la piste la plus ancienne sur l'existence des brevets, c'est là. Mais oui. Mais alors là aussi, c'est compliqué, parce que qu'est-ce qu'on fait avec les brevets si on ne peut pas les publier? Enfin bon, donc oui. Il y a des textes aussi qui se réfèrent à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a le droit d'apprendre à un apprenti ou pas apprendre? Parce que si on lui apprend trop, enfin bon, c'est un système extrêmement compliqué, mais enfin on arrive, on sort des miroirs et on les expédie jusqu'à Ispahan, jusqu'à Lahore. Oh oui, ça va, on en a retrouvé par là. Alors pour les expédier, c'est pas simple, hein, il faut les mettre dans des caisses, il faut les isoler. On les isole avec toutes sortes de fibres et de végétaux et des algues qu'on casse. Là, les algues, on en trouve à Venise, hein, bon, ça, c'est pas trop compliqué. Et on expédie ça en général par voie d'eau, si on le peut, c'est-à-dire par mer ou par voie fluviale, parce qu'il y a moins de chaos. Si vous envoyez des miroirs quand même sur les routes des Alpes, c'est peut-être pas le meilleur procédé. Bon. Il y avait une bonne partie de ces miroirs qui se cassaient pendant le voyage. Oui, oui, oui. Alors là, il faut dire aussi qu'à Venise, il y avait quelque chose de très intéressant. Ça, c'était pour le verre, hein, c'était pas pour les miroirs, c'est qu'ils recyclaient. Il y avait des marchands qui passaient dans les rues, qui vendaient de la verrerie, et dans un autre panier, ils mettaient les verres cassés. Et et on renvoyait le tout, se refondre à Murano. Alors, donc, attention, il faisait d'autres choses aussi à Murano, hein. Il faisait des perles, il faisait des verres de lunettes. Hein. Et on va voir notre Galilée, avoir ses fournisseurs par là. Il faisait donc aussi des instruments de chimie, parce qu'on va avoir là-bas une belle université à Padoue, et il y a des tas de gens qui font des expériences. Alors on leur fait des alambics, on leur fait des trucs spéciaux, mais c'est quand même tout à fait intéressant d'avoir cette diversité, et je suppose qu'ils communiquent quand même entre eux. Alors, là, il va y avoir un événement qui, moi, m'a particulièrement intéressé, c'est le voyage d'Henri III à Venise. Alors, il veut venir à Venise, je pense, parce qu'il a envie de voir Venise, parce qu'en fait, il est nommé roi de Pologne, il doit rentrer en France, il déclare qu'il va passer par Venise. C'est peut-être pas
la ligne Ce n'est pas le chemin le plus court. le plus court. Enfin, il fait savoir, mais il y a aussi une arrière-pensée diplomatique. Sa mère, Catherine de Médicis, voudrait bien que Venise l'appuie dans je ne sais quelle négociation. Donc il y va. Alors il est reçu, on peut dire comme un roi, plus qu'un roi, et on va lui faire des fêtes incroyables. Il y aura un patricien qui sera chargé d'organiser ces fêtes-là. Hein, c'est pas rien. Alors, on va bien sûr l'inviter à différentes cérémonies. Le pauvre, d'ailleurs, il doit aller à la messe basse à 6 h du matin, ça commence très tôt. Mais enfin, après, il y a des rencontres, des visites. Et il y a un jour où ils vont faire quelque chose qui, pour moi, est extraordinaire. C'est-à-dire, ils vont mettre sur un bateau une tour pivotante garnie de miroirs. Ça devait être rudement beau au soleil, parce que nous sommes en juillet. Alors, oui. Donc, un tournoiement de miroirs. Il y avait d'autres bateaux hein, avec d'autres artisans qui montraient les armes, qui montraient les tissus, etc. C'est-à-dire, beaucoup de choses se passaient sur l'eau. Évidemment, il a eu le droit à la visite à l'arsenal, parce qu'il y avait un arsenal extrêmement compétent. C'était une des premières entreprises où on travaillait, il y avait des systèmes à la chaîne, enfin des montages, où il y avait des pièces détachées, enfin on lui montre tout ça, et bien sûr il est enthousiasmé. C'est un jeune homme qui a donc sa mère Catherine de Médicis, il parle bien l'italien, il se débrouille hein, pour communiquer. Il est fêté, on lui offre des sucreries, attention, les sucreries aussi. Le sucre, c'était de Cannes, hein, qui venait de Chypre ou je ne sais d'où. C'était un produit relativement rare et qui était bien fabriqué. Puis il y avait toutes sortes d'autres choses qu'on lui montre. On lui fait rencontrer une poétesse légèrement courtisane, mais poétesse d'abord, hein, je crois. Ils ont commencé, par se raconter des poèmes. Enfin, parce que lui aussi aimait bien la poésie. Le Commedia dell'arte, parce qu'il voulait voir ça. Il voulait voir une vedette de la Commedia dell'arte. On lui a procuré une séance avec cette vedette. Il y avait un début d'opéra, de création d'opéra. Il a eu droit à ça. Bon, puis il est rentré bien content, je crois. Ou malheureusement bien content d'avoir été à Venise, mais mécontent parce que en France il y avait la guerre des religions et c'était beaucoup moins drôle parce que Venise cultive depuis un certain temps un esprit de tolérance intellectuelle dans son université de Padoue notamment. Ils veulent bien qu'il y ait des tas d'étrangers, c'est ce qui est très intéressant. Enfin, il n'y a pas que des Italiens à Padoue, à l'université de Padoue. On y fait une médecine de pointe, il y a un amphithéâtre. Et puis alors, on va accueillir qui? On va accueillir M. Galilée pour donner des cours de maths. Bon. Et ça, c'est quand même un grand moment. Il est appelé, il a un salaire qui lui paraît tout à fait... Et c'est là où il va monter sa lunette, qui existait déjà, mais alors c'est la perfection. Il fait monter des sénateurs aux compagnies pour qu'ils regardent ce qui se passe. Alors ils sont enthousiasmés parce que ils voient l'horizon comme ils ne l'avaient jamais vu. Ils voient des bateaux qui arrivent, enfin bon. Et alors, et ils lui disent, restez là. Mais lui, il a envie de retourner en Toscane. Et tous les Vénitiens de ses amis lui disent, n'y allez pas. C'est pas le moment. Vous allez avoir des embrouilles avec le pape. Bon, et il y va. Bon, nous savons qu'ensuite, il a eu des embrouilles, que ces gens-là étaient clairvoyants. Bon, alors donc, pendant tout un temps, on va fournir le monde avec ces beaux miroirs. Et puis, il va arriver un moment. Alors, inutile de dire que Catherine de Médicis a entièrement créé un mur avec, je crois, 90 miroirs. Enfin bon, c'est très beau, ceux qui peuvent en ont un.
ou 2 ou 3. Enfin, c'est vraiment se voir dans un miroir, c'est important. Et puis c'est beau. Enfin, je veux dire, c'est un très bel objet. Alors, à ce moment-là, les choses vont aller moins bien pour Venise. Pourquoi? Bien parce qu'on a découvert l'Amérique. Elle n'est plus une puissance comme elle l'était en Méditerranée. Hein. Les choses se passent d'un autre côté, de l'autre côté. D'autre part, il y a l'arrivée des Turcs, des Ottomans. Avant, c'était une mer assez tranquille où on négociait avec des gens qui se trouvaient du Moyen-Orient, bon, qui étaient de bonne compagnie. Mais là, on a des problèmes parce qu'ils convoitent des installations vénitiennes, notamment dans des îles, dans des ports. Et donc, attention, Venise continue à commercer avec les Ottomans, parce qu'ils sont des commerçants. Mais ce n'est plus aussi facile. Donc, à ce moment-là, les rentrées sont... Enfin, et puis la vie est un peu moins facile. Mais on vit encore assez bien. C'est une ville qui est plutôt heureuse, bien administrée. Oh là là, administrée. Quand on regarde, on retrouve des archives classées comme on n'en fait plus aujourd'hui, hein, mais véritablement. Hein, ils ont d'énormes armoires où ils consignent des discours, ils consignent aussi des dépêches de leurs ambassadeurs. Parce que on dit que c'est à Venise que l'on a installé les premiers ambassadeurs fixes. Avant, on avait des ambassadeurs pour un traité. Bon. Et puis après, on le remettait dans sa vie de patricien. C'était fini, après la négociation. Mais là, ils vont mettre en poste des ambassadeurs dans les principales villes d'Europe. Hein. On va en retrouver en France, à Londres, à Madrid, et dans différentes zones de l'Empire germanique. Et ces gens-là sont chargés bien sûr, des négociations habituelles, enfin qu'on peut imaginer, des négociations politiques. Comme ils sont compétents, on les fait intervenir parfois dans d'autres négociations qui ne sont pas de leur ressort, des mariages princiers, enfin bon, ils s'occupent de ces affaires, mais surtout ils sont chargés de rendre compte, et on les a formés pour qu'ils regardent tout ce qui se passe, sur le plan économique, sur le tempérament des souverains ou de leurs ministres, et alors ils travaillent. Moi j'avoue que là on cite l'un d'eux qui envoyait 400 dépêches par an, hein. Ils ne chômaient pas, hein. Et on leur donnait des consignes, ils devaient faire les dépêches sur des feuilles de papier de tel format, avec une encre d'un certain type. Enfin bon, et tout ça arrivait là-bas. Alors il y avait les dépêches ordinaires, puis il y avait des dépêches extraordinaires. Ils étaient formés aussi à envoyer une dépêche dans un collier de chien. J'ai vu aussi dans des ourlets de mouchoirs, ce qui devait être quand même un peu compliqué, mais bon, il y avait des tas de cachettes, et donc Venise était extraordinairement informée. Et il y a un livre qui est intéressant, que je cite, qui rend compte non pas de leur dépêche, mais du fait que chaque fois qu'un ambassadeur revenait sur place, il devait faire un grand discours. Et auprès des sénateurs, et je crois même auprès d'autres, de politiques locaux, et il leur racontait ce qui se passait dans ce pays étranger. Et comme ces Vénitiens ne sortaient pas forcément beaucoup, là ils avaient un éclairage sur l'Europe en tous les cas. Donc c'était assez fantastique. Alors tout se passe aussi bien que possible, jusqu'au jour où, quand même, on peut dire que Venise périclite un peu, à cause des raisons que je vous ai données, géopolitiques.
Et l'ambassadeur qu'on envoie en France est traité de haut par M. Richelieu, par exemple. Il considère que, bon, Venise, c'est pas ce que c'était. C'est pas ce que c'était auparavant. Et l'ambassadeur doit se plier à des courtoisies plus que normales. Bien. Alors, après Richelieu qui arrive, il y a Mazarin. Bon. Alors Mazarin, c'est un politique, on dit c'est un sorcier de la politique ou un enchanteur de la politique. C'est un personnage, un grand ministre qui forme Louis XIV et qui résout beaucoup de problèmes parce que lui aussi a un profil diplomatique, mais il discute avec les Vénitiens. Alors les Vénitiens, ils s'installent toujours à Paris dans de très beaux quartiers. En général, ils sont dans le Marais, qui est une ville nouvelle, enfin un quartier nouveau, et ils mènent assez grand train parce qu'il faut montrer qu'on sait vivre. Bon. Alors, après Mazarin, il a embauché M. Colbert pour l'aider à tenir ses livres de comptes. Ah, alors là, Colbert apprend énormément de Mazarin, qu'il aime beaucoup, et qu'il le considère comme un excellent administrateur, parce que Mazarin, il a beaucoup de talent, mais il est un peu brouillon. Bon. Et donc là, il a quelqu'un qui tient sa compta de façon parfaite. Et Colbert est un personnage je pourrais dire une aristocratie financière. Il a dans sa famille des banquiers, des leveurs d'impôts. Ce n'est pas la grande noblesse, mais ce sont des gens qui traitent avec l'Europe, quand même. Bon. Et Mazarin va le présenter à Louis XIV en lui disant qu'il a reçu beaucoup de la France, mais que là, il va lui faire un beau cadeau. Bon. Alors, quel est le cadeau de monsieur en quoi consiste le cadeau, M. Colbert? Bon, d'une part, je vous ai dit à quel point il était méticuleux dans la tenue des livres, dans des opérations financières, etc. Mais il a surtout une idée. Lui, il s'aperçoit, c'est pas seulement lui, c'était avant lui, il y avait des économistes, entre guillemets, qui avaient réfléchi à la situation de la France et qui se sont dit, mais pourquoi on achète tant de trucs à l'étranger? Nous allons perdre des profits. Et ils conseillent que l'on installe des manufactures en France, que ce qu'on fait, c'est un peu du bricolage. Hein. Bon. Et lui, il voit très très grand, Colbert, il voit des grandes manufactures qu'on va créer et qui emprunteront tous les secrets de fabrication ailleurs. Ils vont emprunter des secrets de fabrication en Hollande, et leur fromage, par exemple. Tout ce qui se fait de mieux, il faut que ça se passe en France. Et alors, qu'est-ce qu'il a dans le collimateur? Il s'est aperçu que les miroirs de Venise coûtaient fort cher. Bon. Et qu'on pourrait les fabriquer en France. Alors, il y a des sous, il y a de l'argent. Mettre des bâtiments, ça se fait. Mais il faut des verriers. Alors, il y a des verriers en France. Hein. Et notamment, il y a des Italiens qui sont venus s'installer du côté de Nevers. Mais ils font de la verrerie classique. Ils ne font pas de miroirs, eux. Bon. Ces Italiens venaient d'une petite ville qui est près de Gênes, qui s'appelle Altare. Voilà. Et qui était un peu
la rivale de Mourane en ce qui concerne non pas les miroirs, mais la verrerie. Oui, il travaillait extrêmement bien. Il travaillait extrêmement bien. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui, il y a des verreries à Oui. Tarbes. Alors, mais ils avaient un inconvénient, ces gens-là, on les installait en France, c'est qu'ils ne voulaient pas non plus former des Français. Bon. Alors, Henri IV avait regretté la situation et avait dit, bon, on va les naturaliser français, voilà. Mais enfin, ça faisait... oui, parce que là, ils pouvaient donner leurs secrets s'ils étaient devenus français. Enfin bref, c'est une astuce, comme il y en a de temps en temps, avec les expatriés. Mais, alors à ce moment-là, Colbert dit non, il faut qu'on fabrique une manufacture des glaces, aussi, où on fera des choses aussi parfaites. Alors donc, qu'est-ce qui manque? Il manque les gens. Et alors là, il va monter une histoire. Il y a un personnage qui est un évêque, Monseigneur de Bondy, qui exerce à Montpellier, je crois. Et il lui dit, Bondy, bon ben, vous parlez... Et il est d'une famille italienne, alors il parle italien. Vous allez aller à Venise, et vous allez me chercher des gens pour qu'ils viennent. Des verriers. Mais alors, bon, on a compris. Alors, Bondy, il ne se soucie pas de morale, lui. C'est un archevêque, un évêque. Je sais pas, c'est pas à la mode, la morale, bon, à l'époque, non plus. Alors, il y va, et il repère... ce qu'il voit d'abord, c'est qu'il voit que les verriers là-bas sont bien, ils sont en bonne forme, ils sont contents de leur travail, ils sont bien payés. Alors il dit à Colbert, ça va être difficile. Colbert dit, et puis alors il a peur aussi, il a peur que si on l'a repéré, on l'envoie peut-être dans une geôle. Bon. Ça lui peut... Et alors il voudrait arrêter le truc, mais Colbert n'arrête pas. Il dit non, non, non. Vous allez continuer. Alors l'autre va continuer, effectivement. Il va repérer des gens. Et la consigne, c'est vous allez les surpayer. Alors, il ne va peut-être pas trouver la fine fleur des verriers, parce qu'il y en a qui sont conscients qu'il ne faut peut-être pas exporter leur savoir. Bon, il trouve quelques-uns qui ont un profil un peu voyou. Ou autre hypothèse, qui avait envie de voir autre chose que Murano et Venise. Parce que nous, on est sans voix quand on regarde Venise, mais si on habite Venise en permanence, ou Murano, on n'a peut-être pas les mêmes réactions. Donc ils ont un côté aventurier. Il n'y a pas que le salaire et les conditions, parce qu'ils disent, ah ben, attendez, on va nous rattraper. Il y en a un qui dit, mais où est l'ambassade de Venise à Paris, on ne veut pas s'installer à côté. Enfin, ils ne veulent pas être pincés par les agents de l'ambassade qui sont très informés. Alors on leur dit, vous aurez des gardes rapprochés, on va vous installer dans d'excellentes conditions, vous serez nourris, logés, bref. Alors, effectivement, on commence à les installer rue de Reuilly, près de la Bastille, près de la rue de Montreuil, hein, que vous connaissez bien. Très bien, oui. Oui. Et là, avec tout ce qu'ils veulent, ils l'ont, c'est-à-dire comme matériel, hein, et ils commencent à fabriquer des miroirs, mais ils sont aussi tenus par ce secret, ils ne montrent pas. C'est difficile, mais enfin, vous savez, à partir du moment où on fait quelque chose sous les yeux d'autres personnes qui sont quand même des verriers, on n'a pas mis n'importe qui. Pour les finances, ça va très très bien pour cette manufacture que l'on va créer, parce que le roi a dit qu'il allait financer ça largement, et Colbert trouve des amis qui sont des financiers, et des financiers d'époque qui sont des gens qui prélèvent les impôts et qui jouent, ils ont un double statut et qui financent des choses avec les impôts. Enfin, ils font
des micmacs, des magouilles, on peut dire financières, mais enfin ils connaissent leur métier. Et alors ils vont financer ces gens-là, ils sont presque tous d'une même famille, la famille de M. Nicolas Dunoyer, qui s'occupe d'organiser le financement de cette affaire. Et donc, on peut les payer, ces braves Muranais. Alors, donc, je vous dis, ils ne font pas grand-chose. Enfin, si, ils font des choses, mais ils n'expliquent pas. Mais les autres regardent. Mais alors, ce qui va se passer, alors on les a importés, ça n'a pas été facile, hein, il a fallu les cacher. Ils ont traversé les Alpes dans des conditions extrêmement difficiles. Avant, il a fallu qu'ils puissent sortir de Murano et s'embarquer. Pour pouvoir... ils n'allaient pas partir de Venise. Hein. Bon. Alors il fallait qu'ils partent des États du Pape. Enfin, c'était des histoires absolument, des transports rocambolesques. Avec des passeurs, évidemment. Il y avait des passeurs, exactement. Il y avait des bateaux qui ont bien, du port de Venise qui ont bien voulu être surpayés, là aussi, pour les transporter. Enfin bon, c'est une histoire, voilà. Alors donc, eux, ils ont réussi à venir. En route, il y en a qui ont eu des remords, qui ont voulu repartir. Là, on leur a dit, bah, repartez. Enfin bon, c'était quand même une opération compliquée. Mais alors, ces experts en miroir, qui ont tout pour être heureux, ben non, ils sont encore plus heureux que ça, parce qu'on a organisé des visites pour les regarder faire. Et là, il y a des jeunes personnes ou d'autres personnes qui trouvent qu'ils sont très séduisants. Et alors, on mène la nuit dans cette manufacture, paraît-il, une vie de patachon. Et alors Colbert apprend ça, il n'apprécie pas, parce qu'après la nuit de patachon, ils ne sont pas très réveillés, nos miroitiers. Et alors il fait mettre des grilles, les jeunes femmes ne peuvent plus rentrer là-dedans. Et surtout, il monte une opération de regroupement familial. Il dit, je vais faire venir vos épouses. Alors là, il y a encore des histoires très compliquées. L'ambassadeur, hein, il suit tout ça, et il envoie des dépêches sur ce qui se passe. Et alors là-bas, ils vont finir par se réveiller, parce que Venise, au début, n'a pas pris ça. Ils se sont dit, bon, s'il y a une dizaine de personnes qui s'en vont, c'est pas gravissime. Mais quand ils ont vu le montage, là, ils ont commencé, les inquisiteurs d'État, qui étaient des puissances politiques, hein, informés de tout, informés notamment par un revendeur parisien qui se disait, mais si je ne peux plus vendre les miroirs de Venise, ma boutique va fermer. Alors, ce personnage, Jousset, intervient auprès de son fournisseur de Venise et lui dit, il faut alerter les inquisiteurs. Bon, alors on met les inquisiteurs là-dedans. Que fait l'inquisiteur? Ben, évidemment, ils alertent l'ambassadeur à Paris. Et ils disent, alors, les ambassadeurs, faites opérer. Ce qui n'est pas si facile que ça, parce qu'en plus, ils ont d'autres, et non pas que cette mission-là, ils ont d'autres missions politiques, tout à fait. Mais enfin, ils arrivent à convoquer des verriers. Et alors, il y a un certain nombre il y en a déjà qui se sont exilés avant, hein, avant l'histoire de Colbert. Et pourquoi s'était-il exilé? Parce qu'il y avait eu une histoire épouvantable qui lui a coûté cher à Venise, c'était la peste. Alors, quand on a une épidémie de peste qui a ravagé complètement leur système, c'est-à-dire ils ont perdu, je crois, un tiers de leur population, c'était quelque chose d'abominable. On sait très bien qu'il faudra du temps pour comprendre ce qui se passait. Hein. Il y avait des médecins qui essayaient de faire des choses, des prêtres qui tendaient des hosties au bout de pincettes. Bon, enfin, c'était absolument affreux. Et on peut comprendre que des verriers aient eu envie de partir de cet endroit maudit. Alors on a accusé tout le monde d'avoir importé la peste, y compris des Français. Enfin, parce qu'il y avait beaucoup de guerres, mais bon. Et à un moment, ça s'est calmé. Et on a construit la Salute.
pour remercier Dieu d'avoir enlevé les microbes. Bon, mais alors, donc ces ambassadeurs vont essayer de convoquer ces verriers, et dans la plupart des cas, ils leur disent, écoutez, on va vous payer, avec l'accord, vous allez demander pardon, vous allez écrire une lettre en disant je regrette, et on vous paye des indemnités de retour. Bon. Mais là, Colbert, il veut faire venir les femmes. Alors il va, des verriers, il va les faire venir. On va les déguiser en hommes, enfin bon. Oui. C'est très aventureux avec des passeurs. Là aussi des passeurs, enfin. Florence, il est 20h. Ah bon? Oui. Alors il faut que j'accélère. Donc, alors, si je fais appel à ma mémoire, vous êtes la personne qui a parlé le plus longtemps dans toute l'histoire de nos événements. Alors, nous allons aller plus vite. Oui. Donc là, je voulais vous proposer un sujet qui m'est inspiré par vos réflexions, et c'est-à-dire ces familles d'artisans-artistes qui étaient très soudés et qui souhaitaient garder leur secret. Cela nous pose aussi un problème de société, parce que nous vivons dans une époque qui est tout à fait différente de celle que vous venez d'illustrer, où l'on considère comme un parti pris fondamental que chacun puisse, dans les limites du possible, choisir son destin professionnel, suivant sa vocation. Alors qu'à l'époque, on pensait qu'il était tout à fait normal et juste, et quelque part même sacré, que le fils suive le métier de son papa, et ainsi de suite. Donc là, vous avez donné un aperçu sur une société. Un sujet qui ne manque pas de nous interpeller, même au-delà du problème des verriers. Alors, je vous prie de toute manière d'arriver à la conclusion, parce que je voudrais que quelqu'un puisse prendre la parole. Conclusion. Oui. En 1684, on inaugure la Galerie des Glaces de Versailles. Bon, le roi, bien entendu, est là. Alors, ensuite, on répand les glaces françaises en France et on essaye de les exporter ailleurs, mais il y aura un temps de battement, mais en tous les cas, on a fait du tort, puisqu'elles sont aussi belles que les glaces de Venise, hein, on a fait du tort aux glaces de Venise. Bon, alors, il y a une chute des ventes. Bon, bien sûr, il y a des gens qui veulent continuer en France à vendre les glaces de Venise à prix cassé. Enfin bon, il y a toute une histoire. Bon. Alors, mais à ce moment-là, et puis il y a une autre technique qui apparaît, qui est le verre plat. Que là, les Vénitiens, qui pourraient, je crois, je ne sais pas, ça les mobilise pas. Bien. Alors donc, Venise va beaucoup moins bien, mais donc on arrive au XVIIIe siècle là. Et là, nous avons un personnage dont on parlait tout à l'heure, qui est un grand aventurier, qui est Casanova, qui est quand même vénitien. Voilà, je voulais justement que vous disiez quel est le rapport entre Casanova et les miroirs. Alors, oui, c'est terrible là, je vais vous expliquer. Alors là, il a été pris d'une jeune personne, qui est une nonne, mais ça se fait à l'époque, parce que ce ne sont pas les mêmes nonnes non plus. Hein. Et oui, ça aussi a changé, a beaucoup évolué, même l'univers des nonnes. Bon, nonne qu'il désigne, lui, dans ses mémoires, par les initiales de MM. Alors ce n'est pas Marie-Madeleine. Non, non, non. Alors, en tous les cas, il veut la traiter convenablement. Et alors là, il loue, il n'achète pas, un lieu extraordinaire qui est octogonal. C'est une grande chambre, enfin, une grande pièce octogonale, pavée de miroirs, les murs en miroir et le plafond en miroir. Bien. Et puis, il continuera à adorer les miroirs. Quand il mènera son affaire amoureuse à Murano, et il raconte que, bon, il fait des expériences face au miroir.
Voilà. Bon, alors après Casanova, ça périclite encore, hein, parce que il y a eu Napoléon qui est passé par là, et ça n'a pas été une belle affaire pour Venise, on le sait, et même pour Murano, il a abîmé bien des choses. Napoléon est encore haï aujourd'hui par les Vénitiens. C'est-à-dire là, c'est un sentiment populaire qui résiste. C'est quasiment incroyable, et pourtant... Il a dit « je serai un Attila pour Venise ». Écoutez, c'est quand même pas de la dernière amabilité, ça. Et puis il l'a fait, hein. Il l'a vendu. Après, quand il est revenu là, ultérieurement, il a rasé des églises à Murano. Enfin, on se demande pourquoi. Il a pillé les tableaux. Il a pillé, enfin, il s'est vraiment... Bon. Alors, bon, il y a tous ces dommages. Venise ne fabriquera pratiquement plus de miroirs. Ceux qui se lanceront dans les miroirs feront faillite. Il y a un ecclésiastique de Murano qui a récupéré des secrets, mais qui fait faire des objets. Mais lui, il a repris les archives, il a repris les recettes, etc. Il relance, mais qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, au XIXe siècle, il y aura plus tellement d'artisans autonomes, plus exactement, il y aura ce qu'on appellera le verre artistique, c'est-à-dire on fera des choses extraordinairement brillantes, d'une grande beauté. Venini vient de Milan. C'est lui qui va être un entrepreneur, qui va constater sur place qu'on peut faire des choses magnifiques, mais ce n'est plus l'artisan artiste qui signe son œuvre. Enfin voilà. Et alors après, aujourd'hui... Oui, Venini reste un nom prestigieux. Oui, oui. Moi, personnellement, j'ai organisé pendant une quinzaine d'années un prix France-Italie qui était décerné à des entrepreneurs qui avaient travaillé pour les relations entre l'Italie et la France. Et le trophée du prix, c'était justement un objet de Venini. Oui. Oui, et il a fait venir là l'aristocratie du design international pour créer des formes, tant des vases que des luminaires, que d'autres objets. Mais là, vous voyez à quel point il continue à créer. Moi, j'ai une petite montre là, qui est une montre de Murano, c'est-à-dire entourée de toutes petites... oui, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils appellent les mourines, c'est-à-dire des petits blocs de verre incrustés. Enfin, c'est compliqué à faire, mais je veux dire, c'est pas... Nous ne sommes plus à l'âge des miroirs. Voilà. Florence, merci beaucoup, parce que c'était très intéressant. Je crois que le moment est venu de donner la parole à quelques-uns. Tout à fait, tout à fait. Il faut voir, si quelqu'un veut poser des questions à madame qui est devenue une véritable spécialiste des verriers vénitiens, comme vous le voyez, ou simplement développer une réflexion sur ce sujet, alors là, ce public très attentif peut-être va sortir des questions ou des réflexions sur Venise et les verriers vénitiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Je voudrais savoir... Oui, voilà. Les manufactures parisiennes ont continué jusqu'à quand? Et qu'est-ce que lui arrive? Saint-Gobain existe toujours. Donc ils ont eu un succès plus fort de celui de Venise, de Murano. Je crois, parce qu'à ce moment-là, moi je me suis toujours demandé pourquoi Murano n'avait pas fait une grande entreprise, comme une grande manufacture. Oui. Et parce qu'ils savaient faire, l'Arsenal, c'est une immense manufacture. Bon. Eh bien, il semble peut-être que, pour des raisons sociologiques, ils ne voulaient pas bouleverser les gens de Murano. Peut-être. Peut-être aussi parce qu'au moment où il aurait fallu créer une grande entreprise,
le déclin de Venise avait déjà commencé. Oui, il n'avait plus les moyens, je crois. Il n'avait plus les moyens, oui. Parce que Saint-Gobain, après, la manufacture ne leur suffisant pas, ils ont créé, parce que c'était pas commode d'amener le bois, d'amener le sable à la Bastille, hein, même s'il y avait des voies navigables. Mais donc ils ont décidé de s'installer à Saint-Gobain, et puis du côté de... dans un endroit qui s'appelle Tourville, qui est dans le Cotentin, où il y avait aussi Tour-la-Ville, plutôt, Tour-la-Ville. Et là, ils ont développé... il y a eu très longtemps une usine à Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est dans l'Aisne, voilà, c'est dans l'Aisne, oui. Et là, ils avaient tout ce qu'il fallait, le bois, la façon de transporter. Et puis, bien sûr, ils ont fait d'autres implantations. Et surtout, ils ont été les patrons du verre plat pendant longtemps. Ils ont acheté un autre brevet qui est un brevet Pilkington, où on fait couler le verre sur un lit d'étain, c'est la dernière mode. Mais ils étaient dans tous les coups et ils avaient un rayonnement international. Donc eux, ils ont survécu. Alors si je peux ajouter quelque chose, j'ai appris lors d'un voyage que j'ai fait récemment en Iran. Alors d'abord j'ai vu le palais princier de Ispahan, où il y a une grande salle qui est décorée uniquement avec des miroirs de Venise. Il y en a un immense, très très grand. Et ensuite le guide qui nous a fait visiter ce palais nous a raconté que à cette époque-là, c'est-à-dire au XVIIe siècle, le roi de Perse avait eu l'idée d'envoyer aussi des espions à Venise pour essayer de s'emparer des secrets de la fabrication des miroirs. Parce que les miroirs coûtaient cher, qu'ils achetaient coûtaient cher et la moitié arrivait cassée. Oui, on a toujours intérêt dans les verreries à être dans des emplacements très particuliers. Et alors, je remercie ce public, mais surtout, je remercie bien entendu Paolo Romani qui avait vraiment lu avec la plus grande attention ce livre, et en particulier, bien sûr, Florence Vidal qui nous a livré les secrets de Venise.